Bonsoir mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce 20h. Audience à Koulouba, le président de la République a successivement reçu cet après-midi le président directeur général du groupe ADOA, une entreprise marocaine, et le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. Le premier est venu faire part au président de son projet de construction d'une cimenterie de 3e génération au Mali, et la coopération Mali et Union européenne était au centre des échanges entre Richard Zink et le chef de l'État. Compte rendu d'audience, c'est avec Agali Ag Aguissa. Le groupe ADOA veut investir dans le secteur de l'industrie et du commerce au Mali. L'entreprise marocaine va débourser plus de 19 milliards de francs CFA pour l'installation d'une cimenterie non loin de la ville de Bamako. Le sujet était au centre des échanges entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le président directeur général du groupe ADOA, Anas Sefriou, reçu en audience à Koulouba. Nous avons évoqué deux sujets. Le premier, c'est le lancement dans les prochains jours de la nouvelle cimenterie CIMAF, qui produira 500 000 tonnes de ciment au Mali. Donc c'est une cimenterie de 3e génération. Son Excellence le Président tient beaucoup au logement social. Et donc, comme vous le savez, au Maroc, le groupe Doha il réalise aujourd'hui un peu plus de 30 000 logements par an, ce qui fait à peu près 100 appartements le jour, et avec un guichet unique qui permet à nos futurs acheteurs d'être servis sur place, et nous pensons dupliquer ce modèle au Mali. Le premier coût d'investissement sur la cimenterie est de 30 millions d'euros. Parmi les visiteurs du jour sur la colline du pouvoir figurait également le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. Richard Zink et le président de la République ont fait le bilan de la coopération européenne au Mali. On a parlé des séminaires et réunions qui ont lieu à Bruxelles récemment concernant notre coopération. On a parlé concernant les pourparlers inclusifs et les conférences qui ont lieu actuellement à Bruxelles. L'Union européenne est co-signateur des accords de Ouaga. Les discussions qui ont lieu ce matin au CICB sur les expériences des accords du passé sont importantes. La réunion qui va lieu demain sur les cantonnements, ça sera encore plus importante. Et nous, on espère qu'une paix durable retourne, une paix durable qui nous permet de faire également des programmes au nord, mais une paix durable qui permet à tous les Maliens de vivre, de retourner dans leur village. La coopération européenne au Mali est multiforme. Elle porte entre autres sur l'agriculture, la santé, l'éducation. Je vous le disais tantôt, un atelier de haut niveau s'est ouvert ce matin ici à Bamako. Il porte sur les leçons tirées de la mise en œuvre des accords de paix passés. La rencontre mobilise tous les acteurs impliqués dans la résolution de la crise malienne. Cette réunion présidée par le Premier ministre devra permettre d'ouvrir les débats sur les modalités d'un véritable dialogue inclusif entre tous les fils du pays. Ibrahim Traoré. Cette réunion de haut niveau mobilise le gouvernement, les forces vives de la nation, des représentants des groupes armés et les amis du Mali. Ils entendent discuter en toute franchise et en toute responsabilité de l'avenir du pays. Les débats portent essentiellement sur les leçons apprises de la mise en œuvre des accords de paix signés dans le passé. Les acteurs impliqués dans le processus de sortie de crise au Mali posent ainsi les jalons d'un véritable dialogue inclusif à Bamako entre tous les fils du pays. L'avenir du Malien reste avant tout entre les mains des Maliens, sans exclusion et sans discrimination. Je constate par cette participation qu'il y a une volonté manifeste de la part de tous les acteurs maliens de trouver une solution durable à la crise récurrente au Mali, volonté réitérée lors de la visite du Conseil de sécurité il y a 2 semaines de cela. Il s'agit de tirer les leçons du passé, d'apprendre des expériences des autres pays qui ont connu des problèmes similaires et d'envisager une approche appropriée pour l'élaboration du prochain accord de paix global. Cette rencontre de Bamako débat surtout des modalités des pourparlers inclusifs de paix, de leur format ainsi que des mécanismes qui favoriseront non seulement l'application de l'accord global de paix, mais aussi le suivi et le respect des engagements pris par les parties. Sur ce point, le Premier ministre rassure.
Je veux vous dire que le gouvernement est très attentif à tout ce que nos frères et sœurs du Nord ressentent. Nous sommes conscients des graves déficits de développement humain, économique et social. Nous comprenons les souffrances des populations et nous avons la volonté d'y apporter une réponse juste. Mesdames et messieurs, demain, nous mettrons en œuvre une régionalisation robuste qui renforcera les acquis de la décentralisation en dotant les collectivités décentralisées de larges compétences dans la gestion des affaires locales et des ressources appropriées pour mettre en œuvre ces compétences. Nous intégrerons les légitimités traditionnelles dans le processus décisionnel des organes régionaux et locaux. Nous appliquerons le plan de développement accéléré des régions du Nord pour corriger les graves déficits en termes de développement humain, ce dans un horizon temporel de 5 ans. La rencontre d'aujourd'hui est la première étape d'un processus qui touchera à d'autres questions centrales, difficiles pour certaines, telles que les opérations de cantonnement, de désarmement, de démobilisation, la réinsertion économique des ex-combattants, le retour effectif de l'administration dans les régions du Nord, l'accès rapide des populations aux services sociaux de base. Le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est animé par la volonté inébranlable de mener un dialogue national avec l'ensemble des communautés, avec tous les acteurs du conflit. Les défis sont donc nombreux. Les populations attendent, le temps presse. Tous sont convaincus qu'il est important d'engager enfin les vraies discussions. Au cours de cette rencontre, 3 panels sont animés, notamment sur les causes profondes d'une crise à répétition, les avancées et les limites des accords passés et les expériences régionales. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place hier après-midi. C'est au cours d'une séance plénière. Il est composé d'un bureau de 18 membres, dont 3 femmes. Le nouveau bureau regroupe toutes les sensibilités, en l'occurrence la mouvance présidentielle et l'opposition. La première vice-présidence de l'Assemblée nationale revient au groupe parlementaire RPM et la 3e vice-présidence au groupe Vigilance républicaine et démocratique de l'opposition. Retour sur la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, c'est avec Brahma Traori. Le bureau de l'Assemblée nationale est désormais au complet. Après l'élection du président de l'institution Issaka Sidibé le 22 janvier dernier, les autres membres de l'instance dirigeante sont connus. La première vice-présidence revient à Amadou Tunkara du groupe parlementaire RPM. Amadou Cham de l'APM occupe la 2e vice-présidence. Quant à la 3e vice-présidence de l'Assemblée nationale, elle est confiée à Amadou Sissé du groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique de l'opposition. Ahamada Soukouna de l'ADEMA PSJ et Aïcha Belko Maïga du RPM sont élus respectivement au poste de la 4e et 5e vice-présidence de l'Assemblée nationale. Concernant le poste de la 6e vice-présidence, il revient à Bajan Ag Hamatou du RPM. Les 2 dernières vice-présidences, à savoir la 7e et la 8e, sont respectivement occupées par Guidjouma Sanogo du groupe Far Sadi et Hadi Nyangadou de l'APM. Quant au poste du premier questeur de l'Assemblée nationale, il revient à Mauro Djarasouba du groupe parlementaire RPM et Belkoba de l'APM est élu 2e questeur. À ce bureau s'ajoutent 8 secrétaires parlementaires, dont 5 du RPM, 1 de VRD, 1 de l'ADEMA PSJ et 1 de l'APM. C'est à l'issue d'un vote à bulletin secret que le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place. 133 députés ont voté pour, 10 contre une abstention. Suivant quelques réactions de députés après la mise en place de ce nouveau bureau, si la mouvance présidentielle et l'opposition se félicitent de la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique regrette son absence au niveau de la questure. Et sur ce point, le parti majoritaire précise que la questure n'est plus d'actualité. Brahma Traoré nous en dit plus. Ce sont au total 14 hommes et 4 femmes qui composent le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Ce bureau est élu pour 1 an, excepté le poste du président de l'institution dont la durée est de 5 ans. Pour la mouvance présidentielle, la composition de la nouvelle équipe reflète la configuration du Parlement. C'est un bon bureau, c'est toutes les sensibilités qui se retrouvent là-dedans. Il faut qu'on soit à la hauteur et nous pensons que nous pouvons être à la hauteur, on le souhaite de tout cœur quand même. Vous avez vu qu'on a mis ce bureau sans problème. Le groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique salue également la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Cependant, l'opposition relève certaines insuffisances, surtout au niveau de la répartition des différents postes. Le bureau que nous venons de mettre en place
Le groupe d'opposition Vigilance républicaine et démocratique y figure au niveau de la vice-présidence et du secrétariat parlementaire. Mais seulement nous avons constaté qu'au niveau de la questure, il était bon que l'opposition également figure. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est une faiblesse. Pour le parti majoritaire, cette question n'est plus d'actualité pour avoir été largement débattue bien avant la mise en place du bureau. La troisième question demandée par l'opposition serait contraire au règlement intérieur du Parlement. On demandait la troisième question, quelque chose qui n'existe pas chez nous. Nous avons dit oui, on a mis dans les recommandations. Il faut aller voir ailleurs comment ça se passe, comment l'adapter à nos réalités. On est là pour 5 ans, ça peut venir. Si c'est une bonne chose, on l'amène, il n'y a pas de problème. Mais quelque chose que vous n'avez pas connu, si vous le prenez tout de suite dans le fonctionnement, ça peut poser des problèmes. Ça n'a pas été rejeté, comme les gens le pensent. On a mis dans nos recommandations. Et nous constatons malheureusement également qu'au niveau du contrôle, notamment le contrôle de l'action du gouvernement, l'opposition aurait souhaité participer au bureau de la Commission des finances avec la majorité pour que ce pan important du contrôle de l'action du gouvernement consacré à l'exécution du budget et à sa préparation, que l'opposition puisse faire toute sa participation et de qualité dans ce contrôle. Après l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, les députés ont procédé à la mise en place des différentes commissions de travail. Elles sont 12 au total et prennent en compte tous les secteurs, éducation, santé, finances, défense et affaires étrangères, entre autres. Toujours place de la République, le président de l'Assemblée nationale a reçu successivement le représentant résident du Fonds monétaire international au Mali et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali. Entre autres sujets débattus lors de ces rencontres, un programme initié par le FMI et le projet de coopération entre le Mali et l'Espagne. Rachel Tessougué, compte rendu. Le représentant résident du Fonds monétaire international est venu informer le président de l'Assemblée nationale des activités du FMI au Mali. Ils ont également évoqué le sujet de la collaboration entre les deux structures. Le programme triennal, je lui ai décrit en gros termes le contenu de ce programme. Et j'ai souligné que la mise en œuvre de ce programme dépend aussi sur le soutien de l'Assemblée pour mettre en œuvre ce programme. Une première étape sera l'adoption de la loi de finances 2014, qui est à la base des engagements macroéconomiques. Quant à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, il est venu rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. Il lui a transmis les félicitations du gouvernement et du Parlement d'Espagne suite à son élection à la tête de l'institution. Le président de l'Assemblée nationale m'a transmis les souhaits pour que les grandes équipes de football espagnol puissent ouvrir une école de formation au Mali. Donc, je m'engagerai à transmettre les souhaits du président de l'Assemblée nationale aux autorités espagnoles. On verra ce qu'on peut faire, mais évidemment, je crois que c'est un projet important. Il y a d'autres projets de coopération, évidemment. On a parlé aussi de la présence croissante en Espagne de la communauté malienne. Donc, c'est un facteur important. L'ambassadeur d'Espagne promet que son pays sera toujours aux côtés du Mali tout en respectant sa souveraineté. Et nous avons ce communiqué sur invitation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed. Le ministre suédois des Affaires étrangères, Carl Bildt, effectuera au Mali une visite d'amitié de travail du vendredi 14 au dimanche 16 février 2014. Durant son séjour, le chef de la diplomatie suédoise sera reçu en audience par le président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et aura une séance de travail avec son homologue malien au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Carl Bildt aura également des entretiens avec le ministre de la Défense et des
des anciens combattants et se rendra à Tombouctou le dimanche 16 février 2014. À présent, cette question, pourquoi pas une loi pour gérer les attributions d'exonération? La question est posée par le président du Conseil économique, social et culturel dans le cadre de la 9e session ordinaire de l'institution. Elle s'adressait au ministre délégué chargé du budget, Madani Touré. Ce dernier a présenté une communication relative à l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance de l'économie nationale post-crise. Le compte-rendu de Moïse Traoré. La mise en place d'un fonds d'investissement pour le secteur privé est à l'étude. Dans le même temps, le gouvernement entend développer l'agropole et structurer le monde rural. De même, la transformation et les mines sont des opportunités à saisir. Devant la 9e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, le ministre délégué chargé du budget a présenté une communication sur l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance de l'économie nationale post-crise. Nous avons inscrit sur le budget d'État 2014 la somme de 20 milliards de francs CFA. Dès que l'audit est terminé, aujourd'hui on en a le rapport provisoire, nous puissions commencer donc à payer ces arriérés pour mettre le secteur privé en situation de pouvoir se repositionner. Nous pensons qu'à partir de 2014, nous devons pouvoir recoller à un train de croissance soutenu avec un taux de croissance de 6%. 110% de la population malienne est constituée de jeunes de moins de 25 ans. Il faut que les règles soient bien claires. Il faudrait certainement que le Mali arrive dans les années à venir à légiférer par rapport à cette question. Que les exonérations ne soient pas des facilités accordées à certains, parce que ça amène dans un pays des monopoles de fait. Le secteur informel et les emplois non salariés sont une alternative crédible. C'est le directeur national de l'enseignement technique et professionnel qui le défend. Oumar Maïga a été le deuxième intervenant de la journée. Notez que le ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, Amadoune Konaté, prend part à Abidjan à la 19e session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale organisée par la Conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES, dont l'ouverture a eu lieu jeudi 13 février 2014 à l'hôtel Ivoire d'Abidjan et la réunion va s'achever demain 14 février, nous signale Koné Oulematou Diallo depuis Abidjan. Le ministre des Maliens de l'extérieur, Abdraman Silla, poursuit lui aussi sa tournée auprès des Maliens de la diaspora, notamment en Afrique centrale, après la Guinée équatoriale où il a été reçu par le président Obiang et son homologue des affaires étrangères. Il séjourne actuellement au Gabon avant de se rendre dans les deux Congos et en Angola. Il faut signaler que les Maliens établis en Guinée équatoriale ont fait don de 4 millions de francs CFA pour venir en aide à leurs compatriotes rapatriés de Centrafrique. C'est parti depuis ce matin pour la 14e édition du Forum de Bamako. Et actualité oblige, la situation sécuritaire dans la bande sahélo-sahélienne s'invite dans les débats avec des thèmes sur paix, sécurité et développement. Il s'agira pour les experts venus de tous les continents de faire le diagnostic des crises récurrentes dans le Sahel afin de trouver des solutions durables. Les précisions, c'est avec Mohamed Diarra. Le triptyque paix, sécurité et développement dans la bande sahélo-sahélienne, une équation qui regroupe à Bamako les intellectuels venus des 5 continents. Un thème qui pose une fois de plus l'épineuse question de la conjugation des efforts. Aujourd'hui, compte tenu de l'immensité du Sahel, la région est devenue un no man's land. C'est pour toutes ces raisons que la 14e édition du Forum de Bamako décide de faire le diagnostic de la situation. Il n'y a pas de paix sans sécurité, mais il n'y a pas de paix non plus sans le développement. Les trois sont liés. Vous voyez, par exemple, si vous voulez investir dans un pays, s'il y a la guerre, les gens qui ont l'argent ne vont pas venir. Donc, ils ont besoin de sécurité. Mais si vous avez la sécurité, lorsque les gens ont faim, il n'y aura pas de sécurité parce que ceux qui ont faim, ils vont se rebeller. Donc, on a besoin de développement pour avoir la sécurité. Tout intérêt de ce forum et de dialogue plus large au sein de la société est de définir une vision essentiellement malienne à des défis nationaux, régionaux et globaux. Les Maliens doivent pouvoir exprimer cette vision. Il faut un débat avec toutes les couches de la société.
Cette plateforme d'échange et de partage se veut un rempart contre les crises multidimensionnelles dans le Sahel. Ce qui est arrivé au Mali en 2012 est la résultante de la crise libyenne. C'est pourquoi il y a plus que jamais impérieux d'aller vers la mutualisation des efforts pour que la paix revienne dans la bande sahélo-sahélienne. La mutualisation des efforts, c'est une nécessité. Je pourrais dire que c'est un impératif. Parce que nous partons du principe que j'ai encore répété ici, qu'aucun pays du Sahel n'est capable de faire face tout seul aux défis de sécurité. N'ayons pas honte de coopérer avec ceux qui sont plus forts que nous. Aujourd'hui, le Mali seul ne pourra rien. On a besoin de la France, on a besoin des États-Unis, on a besoin de l'ONU. Ayons cette modestie et cette humilité de composer avec ses partenaires. Quand on sera fort, on pourra s'en passer. Le Mali, qui est sorti exsangue de cette crise majeure, se relève grâce à la mobilisation de la communauté internationale. Cette solidarité internationale se poursuivra dans les jours à venir. Les États-Unis viseront surtout et d'abord l'amélioration des institutions que l'efficacité opérationnelle. Tout au long de cet exercice, nous allons renforcer les principes fondamentaux de contrôle civil et le respect des droits de l'homme, puisque c'est la preuve d'un renforcement proactif du contrôle civil et de la responsabilité face à des irrégularités qui permettront aux États-Unis d'approfondir à nouveau sa formation directe de fonds et son soutien au fur et à mesure que nous entrons dans le futur. Les stratégies des différentes organisations des Nations Unies seront portées à la connaissance des panélistes. Des communications qui devront guider les pas des organisateurs dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Signature entre le gouvernement et l'UNTM cet après-midi de la date de mise en œuvre de la grille consensuelle obtenue lors des conciliations. Cette date est fixée au 1er janvier 2014 sans rappel et le gouvernement s'engage à déposer le document sur le bureau de l'Assemblée nationale. Daouda Sidiki Diarra nous raconte cette rencontre tripartite, gouvernement, UNTM et le Conseil national du patronat du Mali. La reprise du dialogue entre l'État et ses partenaires sociaux consacre une ferme volonté des autorités à résoudre les problèmes cruciaux de la nation. C'est là pour le mieux-être de la population. Cette rencontre tripartite permet d'ouvrir les débats autour du procès verbal de conciliation signé le 2 octobre 2011 entre l'État, l'Union nationale des travailleurs du Mali et le Conseil national du patronat du Mali. Nous avons mis en œuvre les instructions du président pour donner un signal au monde du travail, pour leur donner les assurances de l'engagement du gouvernement à prendre en compte leurs préoccupations et leurs attentes. C'est ce qui explique le renouement du dialogue aujourd'hui. À l'issue des travaux, un document de mise en œuvre de l'un des points de revendication a été signé entre le gouvernement et l'UNTM. Nous venons de nous mettre d'accord avec le gouvernement de l'application de la grille janvier 2014 sans rappel. Nous l'avions fait par rapport aux réalités que nous vivions aujourd'hui dans notre pays et à l'attente grandissante que le monde du travail attend de l'application de cette grille salariale. Elle aura pour effet janvier 2014. Le gouvernement s'engage à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi y afférent dans le meilleur délai. Les autres points de revendication de l'UNTM feront l'objet d'un traitement diligent dans le cadre d'une commission tripartite. Nous avons décidé de mettre en place une commission tripartite pour la prise en charge des autres points de revendication. Et puisque les choses s'annoncent bien, nous avons de bonnes raisons de nous attendre à leurs bonnes conclusions. Le signal que nous voudrions donner au monde du travail, c'est notre détermination à prendre en charge leurs préoccupations, à les inclure dans l'ensemble des négociations qui se font dans notre pays, à les hisser au niveau où ils doivent être. S'agissant de l'intégration des contractuels dans la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales, le ministre a dit que le processus est en cours. Rappelons que le pacte de solidarité pour la croissance et le développement a permis d'apaiser le climat social.
Et cet autre communiqué du gouvernorat du district de Bamako, le gouverneur du district de Bamako constate avec surprise depuis un certain temps l'occupation et la réalisation irrégulière d'infrastructures sur le titre foncier numéro 1414, 6 en commune 5 du district de Bamako. Le gouverneur rappelle que cet espace a été mis par le gouvernement à la disposition de la foire d'exposition de Bamako, FEBAC. Par conséquent, il leur est demandé d'arrêter immédiatement les constructions illicites actuellement en cours. Le gouverneur sait pouvoir compter sur l'esprit civique et patriotique de tous. Le rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur les élections législatives des 24 novembre et 15 décembre 2013 a été présenté ce matin lors d'une conférence de presse ici à Bamako. Malgré quelques insuffisances à corriger, les législatives ont été une réussite selon les observateurs européens. Le compte-rendu de la conférence est avec Daisy Soko. Transparence, sincérité et légitimité incontestable, ce sont les mots que Maria Espinosa, chef adjointe de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, a utilisés pour qualifier la réussite des élections législatives 2013 au Mali. Un indéniable succès, dira-t-elle, visiblement satisfaite de cette mission. Pour rappel, l'Union européenne avait déployé une mission d'observation des législatives pendant les 2 tours. La mission, composée d'une centaine de personnes, était dirigée par le député européen Louis Michel. Pour la mission, les autorités maliennes ont travaillé avec professionnalisme et impartialité, d'où le résultat satisfaisant malgré quelques insuffisances. Le chef de la mission, Louis Michel, député européen, a tenu à saluer l'indéniable succès que constituent ces élections législatives qui, dans l'ensemble, se sont déroulées dans des conditions de transparence, de sincérité et de légitimité incontestable. Après un bilan positif déjà enregistré en juillet et en août dernier, lors de l'élection présidentielle. La bonne tenue de ces législatives permet au Mali de consolider les conditions nécessaires au règlement global de la crise. Mais la mission européenne ne se limite pas à relever les insuffisances. Son rapport de 99 pages fait également état d'une trentaine de recommandations nécessaires pour améliorer davantage le processus en rapport avec les principes internationaux en vigueur. La pérennisation de la transparence et de la traçabilité des résultats provisoires et définitifs des agrégés par bureau de vote, ainsi que leur mise à disposition immédiate aux citoyens sur l'Internet. La Cour constitutionnelle, elle a la faculté, qui lui a donné la loi, et ils le font toujours d'accord avec la loi, d'annuler des voix. Et ce serait nécessaire pour le cycle électoral suivant que les conditions pour lesquelles on valide ou on invalide et on élimine un bureau de vote complet soient connues. Les règles du jeu, qu'elles soient connues à l'avance. C'est notre recommandation, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et ensuite, l'actualisation et le renouvellement du fichier biométrique 2013 par l'inclusion de tous les Maliens ayant droit au vote. Dans l'ensemble, le processus était correct. Et pour les Européens, l'État, les médias, les observateurs nationaux, la société civile, chacun a joué son rôle. Après l'élection présidentielle réussie, le Mali peut se réjouir d'avoir mené à bon port ces élections législatives réussies qui marquent, à n'en pas douter, le retour définitif à l'ordre constitutionnel. Et vous pourrez retrouver ce rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur le site www.moe-mali2013.eu. 10e session du conseil d'administration de l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC. La rencontre va permettre aux administrateurs d'adopter les recommandations issues de la 9e session et de plancher sur les perspectives de 2014. Moussa Fane, reportage. Le projet de budget 2014 de l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 3 milliards de francs CFA. Cette année, l'AGETIC devra favoriser les opportunités d'utilisation du potentiel des TIC dans le développement du pays. Selon le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, cette 10e session se tient dans un contexte qui suscite de l'espoir au sein de l'agence.
L'AGETIC joue un rôle éminemment important dans le développement et l'utilisation des TIC au sein de l'administration publique, dont les activités ont été sérieusement affectées par les restrictions budgétaires dues à la crise institutionnelle qui a secoué le pays. Les grands axes continuent à être l'Internet de l'administration, et la bonne gouvernance, la connexion des communes et des écoles, c'est-à-dire la popularisation de l'accès à Internet par la connexion des communes et des écoles. L'un des volets de 2014 sera aussi la poursuite du renforcement des capacités du personnel de l'agence afin de consolider les acquis. Il sera aussi nécessaire de mettre l'accent sur la sensibilisation et la communication, car l'utilisation des technologies de l'information et de la communication induit un changement de comportement, un changement de mode de vie, toutes choses qui nécessitent aussi un accompagnement et un suivi à moyen et court terme. Les responsables de l'AGETIC entendent mieux orienter les actions à venir afin de répondre aux exigences de développement en matière d'éthique. Direction Tombouctou, où le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a procédé au lancement du programme de haute intensité de main-d'œuvre, un mécanisme qui permet d'employer plusieurs jeunes pour une activité quelconque, moyennant une rémunération. À Goundam et à Diré, le ministre Babi a insisté sur l'importance qu'accorde le gouvernement à la question de l'emploi, particulièrement au nord après la crise. Et attendina correspondance. À Diré comme à Goundam, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a été reçu par les autorités administratives et la jeunesse. L'objet de cette visite rentre dans le cadre du lancement du programme de la haute intensité de la main-d'œuvre IMO à travers la pêche. Pendant 10 jours, les jeunes de ces localités vont assainir leur ville, moyennant une rémunération créant du coût de l'emploi. Cette opération se situe dans le cadre du programme d'urgence pour le Nord et en particulier dans le cadre de la relance des activités économiques et sociales. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a souhaité remettre très rapidement au travail les jeunes et les femmes qui sont revenus au niveau des régions du Nord. Donc nous situons ces travaux IMO dans ce cadre-là. À Goundam, le ministre a rendu visite à la notabilité et s'est entretenu avec la jeunesse. Ces échanges ont rassuré la délégation de l'engagement des populations pour le retour définitif de la paix. Retrouver les miens dans ce contexte-là, ça me réconforte qu'il faut que nous fassions encore plus pour que les Maliens puissent se retrouver, pour que les Maliens puissent bâtir ensemble ce bien commun que nous avons ensemble, le Mali. Je lance un appel aux jeunes pour se remettre au travail. Auparavant, le ministre avait rencontré les autorités administratives et les responsables des services locaux à la préfecture de Goundam. Suite des tueries de Tamkoutat, les enquêtes se poursuivent. Le gouverneur de la région de Gao amorce les actions tendant à retrouver les coupables. Pour y arriver, l'exécutif a regroupé les représentants du village de Tamkoutat, ceux des communes d'Anchawash et de Nteli et l'administration régionale. Sur place, la correspondance de Daouda Zoumana Traoré. Ce sont des communautés déterminées à en finir avec l'insécurité qui sont venues rencontrer le gouverneur de Gao et son staff. À cause des séries d'attaques, de vols de bétail et d'autres exactions, la population d'Anchawash s'inquiète. C'est pourquoi cette rencontre a été un cadre d'échange et de franc-parler. La population de Tamkoutat se dit rassurée par les propositions de cette rencontre. Nous avons compris dans sa réponse que vraiment ils sont prêts à répondre à toutes nos aspirations. Par rapport à la collaboration, il n'y a pas de problème. Dans l'immédiat, les infrastructures de communication seront réhabilitées et l'administration sera auprès de la population avec l'engagement des femmes, de la MINUSMA et des Serval. Que la population qui se trouve dans ces lieux-là ne soit pas inquiétée. En plus, il y a un point important, c'est que les auteurs de ces crimes-là, il faut tout mettre en œuvre pour les chercher et les mettre à la disposition effectivement de la justice. Cette rencontre fait suite à l'attaque des forains par des bandits armés faisant 30 morts parmi la population de Tamkoutat.
Et suite aux tueries de Tamkoutat, le comité exécutif de l'ALEMA PSG, au nom de l'ensemble des militants et sympathisants du parti, exprime ses profondes compassions et ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Lancement d'une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation sur le VIH-Sida en milieu scolaire, une initiative du Réseau national de la jeunesse du Mali. L'association prend en compte les préoccupations auxquelles la jeunesse est confrontée et la dite campagne va concerner les 6 communes du district de Bamako et Kati. Al-Jumatina, reportage. Vaste campagne de communication et de sensibilisation du Réseau national de la jeunesse du Mali. Ayant pour objectif d'offrir un cadre idéal à la jeunesse, le RENAGEM s'est engagé aux côtés des autorités maliennes et des partenaires pour faire face aux défis du VIH-Sida. C'est dans cet esprit qu'a été initiée cette campagne de sensibilisation. Il est important pour tous les acteurs de monter la vigilance auprès de certains groupes cibles, notamment les jeunes de 15 à 19 ans et de 20 à 29 ans, dans le but de rompre définitivement la chaîne de transmission du VIH. Pendant 2 semaines, les animateurs et leurs pères éducateurs du RENAGEM et leurs partenaires ONU-SIDA sillonneront les 6 communes du cirque de Bamako et Kati pour échanger avec les jeunes, surtout en milieu scolaire. C'est là pour l'atteinte de l'objectif 0. Les jeunes, vous êtes au centre de cette stratégie de l'ONU-SIDA. Nous serons toujours là pour renforcer les capacités des jeunes pour relever ces défis. C'est dans ce cadre que nous avons décidé d'accompagner la campagne de communication du Réseau national de la jeunesse du Mali, le RENAGEM. Nous disons dans la lutte contre le sida, c'est dans la tête des enfants qu'il faut élever les remparts de la prévention, les remparts de la protection. Le RENAGEM compte 110 associations et organisations membres et est représenté dans les différentes régions du Mali. Promotion des soins essentiels dans la communauté, l'UNICEF vient de récompenser les meilleurs agents de santé communautaire du district sanitaire de Djema. C'était mardi dernier lors d'une cérémonie spéciale. Nos envoyés spéciaux à Djema sont Tchessira Dambélé et Abdul Salam Bambara. C'est une saine émulation que l'UNICEF et ses partenaires veulent créer et maintenir entre les ASC, les agents de santé communautaire, en partageant entre 5 d'entre eux la somme d'1 million de francs CFA et des diplômes de reconnaissance du mérite. Il s'agit de ceux qui se sont distingués en 2013 par leurs résultats dans la prise en charge de certains problèmes de santé chez les enfants de 0 à 5 ans. La sélection a été faite sur la base de 5 critères clés. La prise en charge des maladies diarrhéiques, la prise en charge du paludisme chez les enfants, la prise en charge de la pneumonie chez les enfants, l'apport des ASC en matière de communication, de sensibilisation, et puis la disponibilité des ASC sur leur site de travail. Dans le district sanitaire de Djema, le premier prix est revenu à Sogomori Keita. L'ASC de Toudouboli empoche 500 000 francs CFA devant les ASC de Djoba classés 2e et ceux de Gori, de Sirakoro et de Bougoudere Nyandé. L'initiative de l'UNICEF et de ses partenaires est une recommandation issue d'une enquête qui avait décelé des obstacles à l'atteinte de meilleurs indicateurs santé par les agents de santé communautaires. Ceci constitue aujourd'hui un maillon clé dans la lutte contre la mortalité néonatale et infantile au Mali. Les agents de santé existants ne peuvent pas eux seuls couvrir de façon adéquate toute la population sur le territoire national. Pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la santé, il est paru donc important de renforcer les interventions classiques des centres de santé communautaires en les rapprochant davantage de la communauté. Notre région s'est lancée dans l'initiative et aujourd'hui nous comptons environ 270 sites ASC couvrant environ 40% de la population à plus de 5 km². Les ASC sont ces agents grâce auxquels l'accessibilité géographique et financière aux soins de santé est renforcée en faveur des enfants de 0 à 5 ans.
Et nous avons ce communiqué de presse du gouvernement qui vient de nous parvenir. Le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que ce jour 13 février 2014, dans le cadre de l'affaire ministère public contre le général Amadou Aya Sanogo et autres poursuivis pour enlèvement de personnes, assassinat et complicité de ces infractions prévues et réprimées par les articles 24, 25, 199 et 240 du Code pénal, le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako a inculpé et placé sous mandat de dépôt le général Yamoussa Kamara, ex-ministre de la Défense. Le fait qui lui est reproché est la complicité d'assassinat. L'information judiciaire se poursuit en vue de situer toutes les responsabilités dans cette affaire. L'opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs qui vont en découler. Première session du cadre d'échange du programme formation insertion dans le bassin du Niger Fibani au centre des travaux, l'état d'avancement des activités 2013 et les perspectives de 2014. Nando Dambélé, les détails. Dans son chronogramme d'activité, le programme formation insertion dans le bassin du Niger Fibani prévoit 2 sessions du cadre d'échange par an. Celle d'aujourd'hui est la première de l'année 2014. Le cadre est un espace qui nous permet de suivre, d'être informés